Bonjour à tous, désolé pour ces quelques secondes d'attente, on a eu un petit souci technique. Donc bienvenue pour ce webinaire Data Grand Est. Je suis Guillaume Ricklin, chef de projet données à la région Grand Est, et aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle ou IA. En guise d'introduction, un point qui me semble important à souligner, c'est qu'aujourd'hui on est dans un contexte un peu particulier, comme vous l'aurez remarqué. Habituellement, nous avons les cafés de la data qui sont des événements plutôt internes à la région, avec un événement qui se déroule le 3e vendredi du mois, généralement une demi-heure pour parler de data. Et nous avons également les webinaires Data Grand Est qui ont lieu le 1er jeudi du mois. Et voilà, 1 heure consacrée de 11h à midi, ou également à des sujets de la data. Et pour ce sujet spécial de l'IA, nous avons fait le choix d'organiser un événement particulier d'1 h 30 donc de façon à pouvoir élargir justement le public, car nous savons que c'est un sujet important, l'IA, et qui est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Alors, les jeudis de la data, comme je disais, c'est tous les jeudis, les premiers jeudis du mois, de 11h à midi. L'important, c'est surtout que vous notiez les prochaines dates et notamment, nous vous donnerons rendez-vous pour le 6 juin pour le prochain webinaire qui sera consacré aux données de la forêt. Alors, avant de commencer, également quelques éléments techniques de façon à ce que ce webinaire se passe au mieux. Si vous avez des problèmes de connexion, essayez de privilégier le navigateur Chrome. C'est ce qui est conseillé par la solution Livestorm que nous utilisons. Pendant le webinaire, si vous avez des questions, posez-les dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Conservez plutôt l'onglet « Chat » pour tout ce qui est relatif aux discussions. Alors, n'hésitez pas à échanger, mais évitez les questions dans l'onglet chat, car après, c'est plus difficile pour nous de les retrouver et d'y répondre. Et pour terminer, sachez que les vidéos et les supports seront mis à disposition sur le site Data Grand Est et publiés sur YouTube. Et vous recevrez un mail à l'issue de ce webinaire qui vous indiquera ces éléments. Les éléments étant disponibles normalement soit cet après-midi, soit demain dans la journée. Donc, pour revenir directement sur notre sujet, aujourd'hui, nous avons un programme avec 2 intervenants. Nous accueillons tout d'abord Jacques Priol, président du cabinet Civiteo, qui va nous présenter un peu ce que c'est que finalement l'IA et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IA en termes d'usage, notamment au service des politiques publiques. Et ensuite, nous aurons une 2e intervention de Clément Cambon, délégué à l'innovation et à la modernisation de l'action publique à la région Grand Est, qui nous parlera ou nous présentera comment finalement à la région, on s'est emparé de ce sujet de façon à répondre et à mieux répondre finalement aux missions de service public de la région. Pour ce webinaire, je suis également accompagné de Anne Eppel de la région Grand Est, qui travaille également à la DIMAP, qui est chef de projet et qui va m'aider à interviewer, discuter, échanger avec nos intervenants au cours du webinaire et qui fera notamment le relais de toutes vos questions que vous pouvez poser via l'onglet questions en bas à droite. D'ailleurs, je vois qu'il y a déjà une question qui a été posée. Ah oui, donc c'est l'éternel souci. Pour les acteurs qui n'ont pas accès à YouTube, j'y réponds tout de suite, désolé pour nos intervenants. Pour les acteurs qui n'ont pas accès à YouTube, la vidéo est également directement consultable sur le site Data Grand Est sans passer par YouTube. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je donne la parole donc à Jacques Priol qui va se présenter, qui va nous présenter également l'IA et les usages et le potentiel de ces nouvelles technologies. Merci Guillaume, si on peut basculer la présentation. Voilà, merci à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour parler de façon très synthétique. On n'aura sans doute pas le temps de tout approfondir, mais de ce sujet
de l'IA, de ce sujet de l'IA dans un contexte où on a vécu une année un petit peu particulière avec, comme l'indiquait le titre de la slide précédente, cette folie de ChatGPT. Donc, Jacques Priotte, je suis fondateur du cabinet Civiteo. Je suis aussi président de l'Observatoire Data Publica. J'ai auparavant exercé un certain nombre de fonctions de dirigeant territorial dans des collectivités de diverses tailles. Et je suis, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, par ailleurs, expert associé auprès du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. On va parler IA, mais avant de parler IA, on est obligé de parler data. Et quand on parle de données et d'intelligence artificielle, on parle d'abord de données extrêmement volumineuses, de données massives. Il est habituel de considérer que le volume des données stockées dans le monde double tous les 2 ans. Et là, on va parler ce matin d'IA territoriale, donc peut-être un chiffre également pour parler des données produites par l'action publique territoriale, produites par les villes, les EPCI, les départements, les régions, et puis l'ensemble des acteurs qui interviennent à leur côté dans des missions de service public, notamment les délégataires de services publics. S'il est communément admis que le volume des données stockées dans le monde double tous les 2 ans, en 2020, le volume des données produites en une seule journée pour la gestion des villes européennes a été 4 fois supérieur à celui des données produites pour toute l'année 2015. En une journée en 2020, 4 fois le volume total de ce qui a été produit en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé au tournant des années 2010, à la fin des années 2010? C'est que les modes de gestion, les modes de faire de l'action publique, de plus en plus connectés, smart ou pas smart, peu importe comment on les appelle, tout un tas d'outils que nous utilisons, la dématérialisation, a généré des productions de volumes de données de plus en plus importants. Et ces volumes de données ont eu un impact sur la conduite des politiques publiques. Vous avez ici rapidement des unes de la Gazette des communes. Les données réinventent les politiques publiques. Les algorithmes vont-ils prendre le pouvoir, et même un guide de la donnée des territoires. Et puis, il y a quelques semaines, les collectivités qui prennent le train de l'IA. Une évolution marquante, d'abord liée au volume des données produites par l'action publique. Il faut l'avoir en tête. Nos services publics produisent des données avant de les utiliser, en produisent immensément, immensément plus qu'il y a quelques années en arrière, en utilisent plus aussi, mais sans doute pas encore tout à fait autant que ce qu'elles auraient intérêt à faire sur un certain nombre de politiques publiques en particulier. Ce préalable étant posé, l'intelligence artificielle, qui est un sujet présent dans le débat public depuis longtemps, présent dans des travaux de recherche depuis très longtemps, dont vous avez tous lu des articles, des papiers expliquant qu'il y a même eu des hivers en matière de recherche, en matière d'intelligence artificielle. Et puis là, depuis quelques années, dans ce contexte de volume de données extraordinairement important disponible dans la société en général et dans le service public en particulier, l'arrivée de ces nouvelles formes d'intelligence artificielle. Alors, les organisateurs de la Data Grand Est m'ont demandé de prendre quelques minutes pour qu'on fasse un petit peu le point sur qu'est-ce qu'on appelle intelligence artificielle, d'où vient ce terme. Et je vais commencer par un exemple assez connu d'algorithme ayant une logique d'apprentissage. C'est une des caractéristiques de l'intelligence artificielle, qui est l'algorithme qui permet de reconnaître la photo d'un chien ou d'un chat. Cet algorithme est un algorithme qui est aujourd'hui tout à fait banal, disponible en open source, utilisé par de très nombreuses entreprises diverses, par des particuliers également. Il fonctionne de la façon suivante. Et je précise qu'il y a une quinzaine d'années, il n'existait pas, ou en tout cas pas dans des formes qui étaient accessibles à l'ensemble de celles et ceux que nous sommes, utilisateurs possibles de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'un algorithme apprend à reconnaître une photo d'un chien d'une photo d'un chat? Pour un ordinateur, une photo, c'est un ensemble de points, de couleurs, des pixels, dans lesquels il n'y a pas de distinction particulière sur l'origine de ces pixels. Eh bien, on va prendre 100 000 photos de chiens et de chats, on va les mettre à disposition d'un ordinateur en lui disant qu'elles sont classées, et l'algorithme va essayer d'identifier des caractéristiques qui vont faire que ce classement va pouvoir être d'une certaine façon appris. Sauf que l'apprentissage, ce n'est pas simplement de faire un premier classement, c'est ensuite d'avoir 1 million, 2 millions d'autres photos de chiens et de chats qui sont mélangées, et on va lui demander de les reconnaître. Et là, l'algorithme va faire beaucoup d'erreurs. Dans l'apprentissage machine, puisque c'est de ça dont il s'agit, il y a d'abord beaucoup d'erreurs et beaucoup d'intelligence humaine, parce que des humains vont être par-dessus l'épaule de cet algorithme pour lui corriger ses erreurs, de sorte à ce qu'à chaque fois qu'il s'est trompé, eh bien, il modifie sa propre grille d'analyse pour ensuite améliorer de façon considérable sa capacité à reconnaître un chien d'un chat.
Cet algorithme repose donc pour son apprentissage aussi beaucoup sur de l'intelligence humaine, et c'est ici qu'interviennent ces fermes à clics dont on nous parle, ces nouvelles activités économiquement sans doute très contestables qui naissent dans des pays très pauvres où des gens sont aujourd'hui rémunérés pour corriger des photos de chiens et de chats ou tout un tas d'autres choses. Au passage, vous êtes vous aussi mis à contribution pour aider des algorithmes à faire leur apprentissage. Nous connaissons tous les CAPTCHA, reCAPTCHA, qui sont des systèmes d'identification. Je ne suis pas un robot, mais qui servent également à parfaire l'apprentissage d'algorithmes par de la reconnaissance d'images. Et après, une fois que cet ordinateur, cet algorithme a été en capacité de reconnaître sans faute un chien d'un chat, eh bien, il va être capable de le faire sur des volumes de données extrêmement importants, à une vitesse extrêmement importante, beaucoup plus vite, beaucoup mieux et de façon beaucoup plus sûre sans doute qu'un humain, y compris si vous deviez reconnaître sur l'image de gauche un balai d'un chien, vous auriez peut-être du mal. L'algorithme, lui, sait très bien le faire dorénavant. Et vous savez que c'est ce genre d'algorithme, ce genre d'apprentissage par l'ordinateur qui peuvent servir, par exemple, à identifier un certain nombre de choses sur de la radio. Je passe rapidement, on pourrait développer et faire une conférence complète sur l'IA et la santé aujourd'hui. C'est des sujets qui sont tout à fait importants. Petit bémol dans tout ce que je viens de raconter là de façon sans doute un petit peu rapide, savez-vous combien de fois un enfant d'1 an et demi doit voir passer un chien ou un chat pour être capable, sans coup férir, de reconnaître ensuite les deux animaux? 5 ou 6 fois. Ce qui signifie que l'intelligence artificielle n'est pas à proprement parler une intelligence qui fonctionne comme l'intelligence humaine. Cédric Villani dit d'ailleurs, il n'y a pas de définition de l'intelligence artificielle. Ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'intelligence au sens où nous l'entendons. Et l'une des définitions communément admises de l'intelligence artificielle, c'est de se dire que c'est un ensemble de théories et de techniques qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. On voit bien à travers la reconnaissance d'images que c'est un processus d'apprentissage qui n'a rien à voir avec le processus d'apprentissage humain, mais au final, lorsque l'on va présenter ensuite des images à identifier à un algorithme, il va être capable de le faire, donnant l'impression que cela est fait avec la même forme d'intelligence que celle d'un humain. Retenez cette définition, elle fait relativement consensus, même s'il y a plein d'articles, de polémiques, de colloques sur tout ça. Un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence artificielle. Ces techniques, on va les mettre en œuvre de façon variée. Et aujourd'hui, on parle de systèmes d'intelligence artificielle. Il y a des systèmes différents qui, pour la totalité d'entre eux, reposent sur des formes d'apprentissage automatique. Ce sont des ordinateurs qui ont été programmés pour qu'ils puissent apprendre un certain nombre de choses à partir de données, faire des prédictions, s'ajuster automatiquement, corriger leurs propres erreurs en fonction d'instructions qui vont leur être données. Vous savez tous qu'il existe des formes plus sophistiquées d'apprentissage automatique dès lors que vont rentrer en compte des réseaux de neurones et ce que l'on va appeler le deep learning, l'apprentissage profond. Ce sont des systèmes avec un certain nombre de paramètres qui font qu'on va avoir plusieurs couches de calcul, plusieurs couches d'interaction pour permettre cet apprentissage automatique. Ça a une conséquence, c'est que les modèles mathématiques qui expliquent la façon dont ces systèmes interagissent les uns avec les autres sont des modèles extraordinairement complexes qui, pour certains d'ailleurs, ne sont pas, permettez-moi de le dire avec ces mots-là, qui ne sont pas ceux des mathématiques, mais ne sont pas élucidés à ce jour. Et c'est le fameux effet boîte noire et grande difficulté, on y reviendra tout à l'heure, d'explicabilité d'un certain nombre d'algorithmes d'IA dès lors qu'on utilise ces techniques d'apprentissage profond avec des réseaux de neurones. Et puis, on va trouver tout cela ensuite appliqué à des domaines avec des systèmes particuliers, par exemple, des domaines qui vont traiter spécifiquement du langage. Ça concerne à la fois la reconnaissance et l'analyse du contenu d'un certain nombre de choses, mais c'est aussi tous ces systèmes de traduction automatique que vous connaissez, qui ont fait des progrès extraordinaires sur les 2 ou 3 années qui viennent de s'écouler, mais également de l'analyse d'images. On l'a évoqué en guise d'introduction, mais ça va être aussi de l'image mobile et notamment tout ce qu'on va appeler le computer vision, la vision par ordinateur, dont on voit qu'elle se déploie aujourd'hui assez massivement, en tout cas dans les intentions. On va y revenir. Il y a peut-être un écart entre ce qui est affiché et ce qui est mis en œuvre dans nos collectivités, en particulier en arrière des systèmes de vidéoprotection, de vidéosurveillance. Ces outils ont d'ores et déjà trouvé
leur application dans le monde territorial. Je vais commencer par quelques exemples très rapides. Certains d'entre vous ont entendu parler de cet algorithme d'apprentissage qui permet de modéliser de façon prédictive la fréquentation des cantines scolaires dans un certain nombre de territoires à partir de jeux de données à rassembler sur plusieurs années de fréquentation pour modéliser donc de façon prédictive la fréquentation des cantines, ce qui est important car dans l'immense majorité de nos cantines, et ça concerne des villes petites jusqu'à des grandes métropoles, eh bien, les enfants s'inscrivent à l'école le matin en arrivant et il faut prévoir le nombre de repas. Et on en prévoit toujours un peu plus par sécurité et ça génère du gaspillage alimentaire. Et nous avons aujourd'hui des territoires qui testent des IA, qui ont fait leur apprentissage pour essayer d'affiner ce type de prévision. On les utilise dans de nombreux domaines aussi. Là, vous avez une prise de vue qui vient d'une entreprise française qui s'appelle Logirode et c'est des choses qui sont utilisées par des départements notamment sur la gestion de voirie, des régions également, pour analyser à partir d'une prise d'image globale des désordres possibles et des programmations nécessaires d'entretien de voirie. Ça existe également à l'échelle des communes avec tout un tas d'acteurs qui proposent aujourd'hui des solutions automatisées d'analyse d'image pour du diagnostic de voirie. Je pourrais multiplier les exemples, on va y revenir dans quelques instants. Mais le fait marquant de l'année 2023, c'est l'arrivée des IA génératives. Derrière les différents systèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, qui existent depuis longtemps, sur lesquels il y a des travaux de recherche depuis des dizaines d'années, qui ont commencé à se déployer depuis quelques années, mais nous n'en parlions pas beaucoup, eh bien, arrivent ces fameuses IA génératives qui viennent mettre un grand bazar dans tout ça et mettre le sujet sur le dessus de la pile, dans l'actualité, dans les médias, dans les débats, dans les discussions à la cafetière, à la machine à café très certainement, mais aussi au café du commerce. De quoi est-ce que l'on parle? On parle d'abord avec les IA génératives d'une autre catégorie de systèmes d'intelligence artificielle qui sont les grands modèles de langage, et c'est notamment le cas de ChatGPT, qui sont des systèmes qui ont intégré des volumes de contenu de texte absolument colossaux pour être capables de modéliser la structure du langage naturel et d'être capable, là encore, de simuler, garder en tête la définition initiale, de simuler des formes d'expression qui ressemblent le plus possible à ce que pourrait être l'expression humaine et le simuler avec grand talent, sans faute de grammaire, sans faute de français, l'objectif étant de générer des réponses cohérentes et adaptées au contexte et aux requêtes des utilisateurs. Ça concerne d'abord du texte, mais ça va concerner aussi, vous le savez, des images, de la vidéo, avec tout un tas de questions derrière. Parmi ces questions, et vous avez également lu beaucoup de choses sur le sujet, il y a d'abord des questions concernant le corpus de données qui a été utilisé pour leur permettre à ces algorithmes de générer automatiquement des choses les plus vraisemblables possibles. Nous rentrons dans une période de l'économie de la vraisemblance et il y a des enjeux sur le type de données qui ont été utilisées. Ces données peuvent, pour une part, comporter de la donnée personnelle qui aura été utilisée sans consentement et poser des questions de compatibilité avec le RGPD quand nous sommes en Europe. Pour une part, contenir des données qui sont couvertes par du droit d'auteur. Il faut voir là l'explication première de la grève des scénaristes d'Hollywood. Ça n'est pas tant que de l'IA puisse générer des scénarios qui les a poussés à se mettre en grève. C'est que si des IA sont capables de générer des scénarios, c'est qu'elles ont exploité sans autorisation l'ensemble des scénarios qu'eux-mêmes avaient pu produire précédemment. Et c'est là que la difficulté se pose. Il peut y avoir du secret des affaires également intégré dans ces fameux LLM. Et c'est la raison pour laquelle vous l'avez peut-être suivi. Aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs qui diffusent ces outils, et c'est le cas quand des collectivités installent par exemple Copilot ou quelques autres outils, eh bien, les grandes entreprises, et notamment Microsoft, lorsqu'elles les commercialisent, promettent une protection juridique contre la violation des droits d'auteur. Dit autrement, si vous étiez attaqué en utilisant ces outils, c'est Microsoft qui se substituera à vous dans la procédure. Ces questions sur les données concernent aussi le fait que dans la recherche de la vraisemblance, dans la simulation de l'intelligence humaine, et on va y revenir dans quelques instants, eh bien, les IA font des erreurs. Et ça n'est pas un reproche, c'est assez logique. Les IA sont des systèmes qui sont programmés pour être les plus vraisemblables possibles dans leurs expressions, les plus précises possibles dans leurs prévisions, mais à chaque fois, il y a ce possible qui fait qu'il y a une marge d'erreur. Et l'une des difficultés à laquelle on va être confronté, c'est qu'on a du mal à concevoir que ces systèmes fort chers, fort sophistiqués et, disons-le clairement concernant les LLM, tout à fait impressionnants
dans les résultats qu'ils sont capables de produire, eh bien, on a du mal à garder en tête qu'il puisse y avoir des erreurs. Et ça va être l'un de nos sujets dans la mise en œuvre professionnelle de ces outils, de se dire quelle distance on garde par rapport à la manière dont ces outils travaillent, quelle capacité on garde à contrôler, à corriger des biais qui peuvent être marginaux, et c'est des marges d'erreur acceptables dans certains de nos métiers, ou à corriger des biais qui peuvent être graves, voire extrêmement dangereux, notamment lorsqu'ils peuvent conduire, par exemple, à de la discrimination ou à de l'invention pure et simple d'un certain nombre de choses. Je vous en parle comme si c'était théorique et déconnecté des métiers de l'action publique. Pas du tout. Aujourd'hui, l'IA générative est d'ores et déjà utilisée dans un certain nombre d'administrations, dans un certain nombre d'administrations locales, nationales, d'agences publiques, de grandes entreprises qui travaillent à la mise en œuvre de missions de service public pour tout un tas d'usages. Ça peut être pour des choses assez basiques. Aujourd'hui, la génération d'une note de synthèse avec ChatGPT, du brainstorming, de l'idéation, de la recherche de sources d'informations. Il y a tout un tas d'outils qui sont disponibles. On en a un ou deux là affichés à l'écran. Ça peut être de la transcription de réunions. On aurait pu brancher une IA sur la visio de ce matin et en avoir la transcription automatique, voire lui en demander le résumé et la traduction en X langues. Ça peut être aussi de la génération de slides, de PowerPoint. Je vous rassure, celui que vous avez sous les yeux n'a pas été fait par IA. Et puis, ça peut être aussi de la génération de contenu sur des sujets très opérationnels. Certains d'entre vous connaissent certainement cette start-up française, Delibia, qui a construit un consortium de travail avec un certain nombre de collectivités qui alimente un LLM, c'est le même système que ChatGPT, pour digérer un volume important de délibérations existantes prises par des collectivités pour demain, sans doute, être en capacité de rédiger des délibérations sur la base de cette forme d'apprentissage, d'ingestion et de digestion d'un volume très important de délibérations existantes. Voilà un exemple de slide de PowerPoint préparé par également un outil d'IA générative, mais en l'occurrence, c'est pour illustrer le propos. Très concrètement, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui sur tous ces sujets dans les collectivités territoriales? Et là, je vais prendre quelques minutes ma casquette de président de l'Observatoire Data Publica pour partager avec vous un certain nombre d'observations. D'abord, on est face à une histoire récente, une histoire qui va très très vite. En 2021, l'Union européenne a sorti un rapport très fouillé, très large sur l'usage de l'intelligence artificielle dans les services publics en Europe. Il y avait 680 exemples identifiés, dont 40 en France et 5 à l'échelon local. 2021. 2022, dans le rapport du Conseil d'État, que certains d'entre vous ont peut-être eu le loisir de consulter, 19 collectivités territoriales françaises étaient identifiées comme ayant commencé à tester des IA dans la production du service public, 14 grandes métropoles et 5 régions. En 2022, dans le baromètre de la data publié par l'Observatoire, nous avons identifié une trentaine de territoires, une quarantaine d'expérimentations en tout, et 3 ou 4 projets qui n'étaient plus des prototypes, mais de l'usage de l'IA en production directe de services publics. Le premier exemple opérationnel que nous avons identifié, que certains d'entre vous connaissent sans doute également, était un exemple de modélisation des besoins de formation pour satisfaire des emplois non pourvus en région Occitanie, qui était utilisé pour accélérer le processus de mise sur le marché de formation à l'attention des demandeurs d'emploi, qui est une compétence des conseils régionaux, comme vous le savez. En 2023, dans notre baromètre, nous avons identifié un nombre bien plus important de collectivités. Donc, on est mi-2023, à l'été 2023. ChatGPT a commencé à bien faire parler de lui depuis 5 ou 6 mois. 27% des collectivités qui ont répondu à notre baromètre disent avoir commencé à tester de l'IA. Voilà, je dis bien, je pèse les mots, commencer à tester, entre utiliser, fait 2 réunions de 2 heures pour voir comment ça fonctionne. Peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait dans des choses complètement appropriées. C'était il y a un peu moins d'1 an maintenant. 60% nous disent qu'elles ne l'utilisent pas. Et vous allez voir que tout ça va s'accélérer très, très rapidement. Nous venons de vivre une année assez phénoménale. En 2023, on nous dit les premiers tests ont eu lieu dans les domaines de la mobilité, de l'administration, c'est de l'interne, je vais y revenir. Et puis, vous voyez quelques autres sujets qui sont un petit peu éclatés, balayés dans différents domaines en vérité. Et voilà une carte des premiers territoires que nous avons identifiés qui, donc il y a 1 an, avaient commencé à tester, essayer, s'essayer à l'utilisation, soit d'outils de modélisation prédictive,
dans un certain nombre de domaines, la cantine scolaire en faisant partie, que j'ai évoqué tout à l'heure, soit se posant des questions sur la capacité à intégrer des petits bouts d'intelligence artificielle de type LLM dans des chatbots dans la relation aux citoyens, soit faire de la modélisation prédictive avec de l'apprentissage somme toute assez classique, mais c'est de l'IA sur des questions par exemple de consommation énergétique, de gestion des bâtiments, ou encore de reconnaissance d'images. Je pense à notamment des équipes SIG qui, ici ou là, pour accélérer le traitement et l'analyse d'images satellites, ont pu commencer à travailler sur ce genre de sujet. Mais ça, c'était il y a un peu moins d'un an. Les choses ont considérablement changé depuis. Considérablement changé parce que les initiatives, notamment de tests des LLM, comment utiliser ChatGPT et tous les autres maintenant, Mistral, Gemini, Albert, les outils produits par les ministères mis à disposition des administrations publiques, on est en train de partir dans un foisonnement d'initiatives, de tests, d'idées plus ou moins structurées, plus ou moins avancées, plus ou moins encadrées, qui font qu'on a probablement aujourd'hui 300, 400, 500, 600 projets, avant-projets d'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos métiers de l'action publique territoriale. Et quand on pose la question aux collectivités de savoir dans quel domaine elles imaginent que ces intelligences artificielles vont leur apporter un plus dans la conduite de l'action publique, on voit très clairement émerger des sujets qui sont des sujets de forte complexité, qui sont des sujets sur lesquels on se dit qu'il y a sans doute beaucoup de données aujourd'hui non utilisées, beaucoup de données dont l'imbrication et la modélisation est extrêmement complexe, notamment dans tous les domaines liés aux transitions. Certains d'entre vous ont peut-être lu la note de conjoncture de la data, de l'IA et de la cybersécurité qui est publiée chaque année par la Banque des Territoires et la Poste. Dans l'édition 2023, il y a un long développement qui repose en partie sur les chiffres de l'Observatoire Data Publica qui montre en quoi ces problématiques liées aux transitions sont des problématiques très complexes et comment les collectivités aujourd'hui considèrent que sans data, on n'y arrivera pas, je caricature un petit peu le propos, qu'il va falloir de plus en plus de données pour piloter ces politiques publiques et que ce qui dit beaucoup de données dit sans doute l'espoir que les intelligences artificielles seront un plus dans la conduite des politiques publiques. Au total, nous avons aujourd'hui identifié 7 grands domaines d'activité dans lesquels l'IA a commencé à être testée par des territoires ou dont on pense que l'IA sert ou pourrait servir aux politiques publiques. Il y a la gestion de l'espace public, bien évidemment, avec notamment tous ces enjeux liés au computer vision, l'analyse d'images ou de vidéos pour des émissions d'alerte. Ça va des systèmes de détection d'incendie en passant par des systèmes de détection d'infractions routières, en passant par de nombreux autres usages liés aux déchets ou autres, avec un certain nombre de questions, vous le savez, qui font peut-être polémique et qui vont certainement faire polémique d'ailleurs dans les semaines qui viennent avec le caractère un petit peu dérogatoire de la situation dans la période des Jeux Olympiques. Beaucoup de sujets autour de la mobilité et des transports, l'analyse de données en temps réel, la modélisation des flux, aussi bien pour des carrefours intelligents que pour de l'optimisation plus globale et pour être capable de mesurer notamment la complexité des reports modaux. Je caricature un petit peu. Aujourd'hui, on sait que quand on met des pistes cyclables, elles sont utilisées par des cyclistes. Quand on met plus de bus ou quand on met des bus gratuits, on sait qu'il y a plus de monde dans les bus et plus de monde dans les bus gratuits, mais on ne sait pas exactement qui sont les personnes qui montent à bord et on ne sait pas notamment, et c'est l'enjeu clé, si on arrive, ce faisant, à réduire réellement la circulation automobile avec ses répercussions en termes d'émissions de pollution et autres. Beaucoup d'idées, beaucoup de tests, beaucoup d'envie de tester l'IA générative en production administrative interne pour gagner du temps, pour supprimer des tâches administratives répétitives avec un enjeu sur les métiers, sur les emplois. J'y reviendrai dans quelques instants. Des perspectives sur la relation usagée avec, là aussi, des questions ouvertes sur la capacité de ces outils à aider des gens en leur répondant peut-être plus vite et mieux et de façon plus ciblée qu'on ne pouvait le faire dans nos formes d'accueil habituelles, et la question corollaire de savoir si ces outils vont aider à résoudre un certain nombre de fractures numériques ou au contraire les aggraver drastiquement. Et là-dessus, aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans une phase un petit peu d'observation intermédiaire et la question des protocoles d'évaluation des tests sera tout à fait essentielle. Des perspectives réelles et sérieuses avec des projets importants qui sont en cours de déploiement aujourd'hui sur la gestion du patrimoine et des ressources, l'IA pour améliorer la gestion des déchets, pour réduire les fuites d'eau, détecter les fuites d'eau. Aujourd'hui, on a des systèmes dont on sait qu'ils sont réellement efficaces. Je vais y revenir tout à l'heure.
C'est pas parce qu'un algorithme fonctionne bien, c'est pas parce qu'une IA marche qu'elle est vraiment et toujours utile de façon avérée. On va y revenir, mais on a des domaines sur l'éclairage public, sur les consommations énergétiques dans lesquels les premiers tests sont assez concluants, avec probablement des retours sur investissement à la clé. Le diagnostic territorial, j'en ai dit un mot à travers la question des images, mais également des outils aujourd'hui de modélisation de l'impact des politiques de zéro artificialisation nette, d'identification des îlots de chaleur en ayant recours à l'intelligence artificielle. Et puis enfin, de façon plus prospective, l'idée que peut-être demain, des IA nous aideront à évaluer de façon globale un certain nombre de politiques publiques. Mais tout ceci n'est pas aussi simple et n'est pas aussi naturel que je peux sans doute de façon un peu caricaturale vous avoir donné l'impression de le présenter jusqu'à présent. Utiliser de l'IA au service de l'intérêt général et au service des politiques publiques n'est pas quelque chose d'automatique, de simple, et ça n'est pas sans poser de questions sur la manière de rendre le service public, sur la nature même du service public. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas toutes les détailler, mais on va évoquer rapidement une première grille d'analyse. D'abord, l'intelligence artificielle fait des erreurs, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit il y a quelques minutes, il faut le garder en tête. Je vous ai mis là une image d'une IA un petit peu célèbre et qui a été critiquée, là vous le voyez dans le Canard enchaîné, c'est cette fameuse IA qui a été utilisée par Bercy pour identifier toutes ces piscines qui ont pu être creusées et installées dans des jardins après la période du Covid, sans avoir été déclarées et donc sans avoir payé les impôts afférents. Cette IA a été l'objet de quelques publicités et polémiques parce que le choix qui a été fait, ça a été d'en confier l'exploitation à Google. Et évidemment, une IA de ce type fait des erreurs. Elle fait des erreurs et elle est paramétrée pour ces erreurs. Elle fait en général 6% d'erreurs telles qu'elle est paramétrée aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 3% de piscines qui ont été creusées qui ne sont pas identifiées et 3% d'objets qui ne sont pas des piscines qui ont été identifiés à tort, ce qu'on appelle des faux positifs. C'est normal, c'est logique et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est toujours prévu que lorsqu'une IA indique quelque chose, en l'occurrence au fisc, eh bien, un agent humain contrôle ce qui a été détecté par l'intelligence artificielle. La question de la maîtrise humaine des décisions est tout à fait importante. Alors, elle fait des erreurs et pourtant, elle peut être très efficace. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va analyser des millions d'images là où nous ne pourrions pas le faire sans une batterie de collègues mis en ligne devant des écrans. Ça va très vite, c'est très efficace. Et puis, après tout, si ces 6% d'erreurs existent aussi en matière de santé, est-ce qu'on voudrait du coup s'en passer? Si je fais partie des 3% de faux positifs, on me dit, monsieur, suite à votre examen, il est possible qu'il y ait quelque chose, on va contrôler, et que quelques jours après, on me dit, bah, écoutez, tout va bien, finalement, on a vérifié, il n'y a rien. Je fais partie des 3% qui auront été peut-être un petit peu inquiétés, mais rapidement soulagés. Si malheureusement, je fais partie des 3% qui n'ont pas été détectés, eh bien, tant pis, mais ça faisait de toute façon partie du système précédent, et la solution 100% humaine n'avait pas ce taux de résolution non plus. L'IA, par ailleurs, vous le savez, consomme énormément d'énergie, a un impact environnemental. Je ne vais pas vous détailler, il y a de multiples articles qui ont été publiés sur le sujet. On a plusieurs enjeux, les données, le volume des données utilisées pour l'apprentissage, les boucles d'apprentissage successives, initiales et secondaires, celles que l'on va utiliser pour adapter un système à son contexte local, ce qu'on va appeler le fine-tuning, l'entraînement local qui va permettre qu'un système qui tourne assez bien, imaginé par d'autres, puisse tourner de façon correcte et appliquée chez vous. Tout ça, ça consomme énormément d'énergie. Tout ça, ça a un impact sur la trajectoire carbone du numérique en général, trajectoire dont on sait qu'elle est déjà compliquée. Vous êtes nombreux à être dans des collectivités, vous êtes en train de travailler, vous allez adopter des stratégies numériques responsables. Le recours à l'IA nous fait courir collectivement, et y compris peut-être parfois localement, un risque de sortir de la trajectoire que l'on souhaitait. C'est des choses qui sont très concrètes, qui se mesurent aujourd'hui. Il y a des outils qui permettent de mesurer l'empreinte carbone des algorithmes d'IA qu'on utilise en matière d'action publique. Et c'est vraiment important, sans doute dans certains cas, de faire cette empreinte parce qu'on va aussi balancer les choses en termes de bilan. Parce que si l'IA nous permet, par exemple, de localiser des fuites d'eau de façon importante, on ne va pas raisonner en termes d'empreinte carbone du système, mais de balance des effets avantages-inconvénients de ce système. Je passe rapidement. On va détailler dans quelques instants quelques autres considérations à prendre en compte. En détail, un mot sur l'impact sur les métiers, parce que vous êtes nombreux aussi à vous préoccuper de ce que ces outils, s'ils sont introduits dans
vos administrations ou dans vos organisations auront comme impact sur les métiers. Et là, il faut quand même se dire les choses, on est un petit peu dans le gaz, excusez-moi de le dire de cette façon-là. On nous annonce tout un tas de choses, 300 millions d'emplois supprimés, quels sont les métiers qui vont être remplacés par l'IA? Selon le FMI, 60% des emplois seraient menacés. ChatGPT remplace le grand remplacement par l'IA. Chez Google, l'IA détruit des milliers d'emplois, 217 emplois supprimés remplacés par l'IA en France dans une agence de communication. Mais attention, on nous dit aussi que pour la plupart des emplois, l'IA reste plus cher que l'humain. Et vous avez peut-être vu que le rapport remis au gouvernement il y a quelques semaines sur l'intelligence artificielle nous dit tout au contraire que l'IA aura au final un impact positif sur l'emploi. Donc la question qui va se poser à nous, à vous, qui allez être peut-être des testeurs, des expérimentateurs, ou peut-être qui commencez à réfléchir à la généralisation de tel ou tel algorithme, ça n'est sans doute pas, et je me permets de le dire en ayant maintenant l'expérience de l'accompagnement d'une dizaine de grosses et moyennes collectivités en France sur le sujet, pour lesquelles nous avons pu explorer ces questions. La question n'est sans doute pas de savoir s'il y a demain matin va supprimer des emplois dans l'action publique territoriale. La première, peut-être que ça aura cette incidence dans certains domaines et que ça en créera d'autres, sans doute aussi. Mais la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer l'impact que l'introduction de l'IA a sur certains métiers? Non pas en termes de suppression immédiate ou même à moyen terme, mais quel impact ça a sur la manière d'agir, sur ce qu'est le métier d'agent public, sur la manière de gérer ses relations aux usagers notamment, mais pas que, sa relation aussi aux collègues. Et du coup, d'ailleurs, ça sera l'une des questions centrales. Qui est responsable de quoi? Qui décide lorsque l'IA intervient? Et je vous ai mis là une image sur un sujet que vous connaissez tous, dont on a tous entendu parler, qui est le sujet des voitures autonomes. On nous annonçait il y a 5 ou 6 ans en arrière qu'aujourd'hui, en 2023-2024, nous aurions des centaines de milliers de véhicules sans conducteur sur les routes en France. Il n'y en a aucune, notamment, non pas qu'elle ne fonctionnerait pas, mais notamment parce qu'il y a cette question de la responsabilité lorsque c'est une IA qui décide et lorsqu'il y a des accidents. Vous avez tous vu également sans doute des articles et des papiers sur ces villes américaines qui ont testé ces véhicules autonomes produits par Google et quelques autres et qui, les unes après les autres, ont suspendu les autorisations de circuler de ces voitures après qu'il y ait eu à chaque fois un accident mortel. Il y a une question d'acceptabilité par notre société du fait qu'un algorithme puisse provoquer ce type d'accident. Il y a d'autres enjeux à prendre en compte. Vous avez tous entendu parler de l'IA Act, ce texte européen, qui est une approche extrêmement intéressante, là où souvent, face à la technologie, on raisonne en termes de technologie mature, pas mature, solide, pas solide. Plutôt que de contrôler les IA en tant que telles, l'Europe nous incite à réfléchir autrement en se disant les IA, ce sont des sujets très complexes, ce sont des sujets dont les paramétrages, dont les usages posent aujourd'hui un certain nombre de questions en termes de compréhension, en termes de boîte noire que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien, c'est en fonction de leurs usages que l'on va décider si l'on peut ou non les utiliser. Et par exemple, il y a un certain nombre d'usages en termes de police prédictive, de reconnaissance des émotions, de surveillance biométrique, un petit peu à la chinoise, si je peux me permettre de le dire de façon caricaturale, eh bien, qui vont purement et simplement être interdits en Europe. Ce n'est pas tel ou tel modèle d'IA qui est autorisé ou pas. Ces modèles peuvent être utilisés, mais pas pour ces finalités. Il va y avoir d'autres systèmes pour lesquels on va considérer qu'il y a un risque très élevé, notamment tout ce qui va permettre tous les sujets de fake news en période électorale. Je passe très vite parce que je vais être trop long, mais on est en plein dedans en ce moment, pour lesquels il va y avoir une réglementation également très importante. Et puis, avant d'aller vers le mot de la fin à travers une grille d'analyse de l'ensemble de ces enjeux, vous partagez également les résultats d'un sondage qui a été fait par une association territoriale il y a quelques mois en arrière, concernant un usage très précis qui était de demander aux Françaises et aux Français ce qu'ils penseraient du fait que l'on utilise l'intelligence artificielle pour réduire les temps d'accès et faciliter l'accueil des habitants par le service public. Et vous voyez, nos concitoyens, ils sont favorables à parité, à 52%. 12 très favorables, 40 plutôt favorables. Donc 52% des Français sont favorables à ce qu'on utilise de l'IA, notamment pour réduire les temps d'accueil dans les guichets du service public. Et puis ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'on a posé la même question aux fonctionnaires territoriaux. Et vous voyez que, taille de l'échantillon prise en compte, on est sur des chiffres relativement similaires. 45% des fonctionnaires territoriaux seraient favorables. Alors, de premier abord, on peut se dire seulement 52% des Français, et puis finalement, ah bon, 45% des fonctionnaires territoriaux, on peut avoir l'impression que ça en fait beaucoup, pas beaucoup. Et on s'est posé la question avec le cabinet Ipsos avec lequel on a travaillé, de comprendre ces chiffres.
et de regarder quels étaient les éléments déterminants. Pour les fonctionnaires, tout de suite, on s'est penché sur les catégories. Est-ce que, par exemple, les catégories A seraient beaucoup plus favorables que les catégories B ou C? Un cliché peut-être que nous pouvions avoir en tête. Absolument pas. Est-ce que les Français et les territoriaux, en fonction du fait qu'ils habitent dans une grande métropole plutôt que dans une petite commune rurale, auraient également un regard différent sur l'IA? Pas du tout. Il n'y a pas de discrimination à cet égard qui serait de nature à expliquer ces résultats. Il y a un seul critère qui explique que l'on est favorable ou très favorable à l'IA, aussi bien pour le grand public que pour les fonctionnaires territoriaux. Et ce critère, c'est l'âge. En dessous de 30 ans, que l'on soit fonctionnaire territorial, que l'on soit dans le grand public ou pas, on est très favorable à l'arrivée de ces outils. Je pose ce point sur la table sans trop le commenter, on n'en a pas le temps aujourd'hui, mais c'est un élément à prendre en compte dans la conduite du changement, des transitions numériques à venir et des usages qui nous attendent dans les années à venir avec ces outils. Alors, face à tous ces enjeux, un certain nombre de territoires, je vous en ai mis quelques-uns là en exemple, mais il y en a aujourd'hui une quinzaine peut-être, ont commencé à se doter d'une doctrine. Je vous cite Montreuil, je vous cite Montpellier dans le cadre de l'adoption de sa stratégie de la donnée métropolitaine qui a été votée par le Conseil métropolitain au mois de novembre. Angers, pardon, excusez-moi, je mélange tout. Angers a été la première métropole de France à adopter une stratégie métropolitaine de la donnée fin 2023. Vous avez peut-être entendu parler de l'initiative de Montpellier qui a organisé une convention citoyenne sur l'intelligence artificielle, 40 citoyens tirés au sort qui ont travaillé pendant 3 week-ends sur l'IA et les conditions de déploiement de l'IA au service de l'intérêt général en auditionnant un certain nombre d'experts. Nous avons eu la chance d'être à leur côté, mais également Cédric Villani et quelques autres dans une démarche tout à fait passionnante. Ces collectivités ont construit un dispositif qui consiste à se dire qu'est-ce que l'on fait, nous, en tant que service public local, face à l'IA. Ça part d'abord d'une idée assez simple, c'est qu'on ne peut pas être pour ou contre l'IA. L'idée, c'est de se dire, face à une grille d'analyse un peu structurée, que l'on a réfléchi par rapport à nos enjeux, à nos priorités, on décide, avec objectivation des enjeux, de recourir à l'IA dans tel ou tel domaine, et on est capable d'expliquer pourquoi. Ou inversement, on décide de ne pas y recourir pour telle et telle raison. Ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Et je vous propose là, en guise de conclusion, une première lecture qui permet d'analyser ce que sont les points à prendre en compte pour balancer l'opportunité formidable que représente l'intelligence artificielle face à un certain nombre de tâches répétitives ou de choses nouvelles que nous ne pourrions pas concevoir dans une gestion 100% humaine, avec les questions que pose aujourd'hui le recours de l'IA, notamment en matière de principes et de valeurs du service public. Les éléments à prendre en compte, là je vous propose ce schéma très rapidement. D'abord, c'est quel usage, quel intérêt fonctionnel on aurait utilisé. Est-ce qu'il y a une cohérence avec la stratégie de territoire? Je pourrais, on n'en a pas le temps aujourd'hui, mais vous parler de ce qui se passe sur le plateau de Saclay. Les collectivités territoriales qui sont sur le plateau de Saclay, aujourd'hui, s'engagent assez fortement sur des sujets d'IA, au cœur de l'écosystème de l'IA en France ou d'un des écosystèmes. Il y a des questions d'impact sur les métiers, il y a des questions de protection de la vie privée. Je n'ai pas le temps de le développer, mais une collectivité qui est parfaitement en règle avec le RGPD pourrait avoir de mauvaises surprises en recourant à l'IA, sans nécessairement s'en rendre compte si on n'a pas mesuré toutes les implications. Il y a des enjeux de souveraineté qui se discutent à la fois en termes de souveraineté nationale, mais aussi de souveraineté publique locale. Il y a des enjeux d'erreurs, de biais, il y a des enjeux d'impact environnementaux, des enjeux d'opportunités politiques. Ce que vous avez là sous les yeux, c'est un diagramme qui nous permettrait par exemple de dire que là, on a testé une IA dont on pense qu'elle pourrait nous être très utile, qui intéresse nos élus, mais qui présente un certain nombre de risques. Vous voyez la partie basse du diagramme mesure la confiance que l'on peut avoir dans le système versus sur la partie haute du diagramme son utilité. On pourrait prendre du temps pour détailler cet outil, vous dire qu'il y en a plusieurs qui existent, des outils de ce type, que celui que je viens de vous présenter a été travaillé avec des collectivités territoriales françaises, qu'il existe des grilles d'analyse complémentaires, notamment sur l'impact sur les métiers, notamment celle qui est à l'écran, qui s'appelle Mayat, qui a été faite par des chercheurs français sur l'impact sur les métiers de l'introduction de l'IA en termes d'acceptabilité professionnelle, d'utilité opérationnelle et d'acceptabilité sociale dans l'entreprise. C'est un sujet intéressant et important. Nous avons pu aussi prendre part depuis quelques semaines à des discussions, à des travaux avec les partenaires sociaux de quelques collectivités pilotes. Ce sont des champs nouveaux de réflexion et de travail tout à fait importants et intéressants. On m'avait donné 40 minutes. Je crois que j'ai à peu près tenu le timing.
merci à tous et à votre disposition pour des questions-réponses. Merci beaucoup, Jacques, pour cette intervention passionnante. En conclusion, on peut dire finalement que l'IA aujourd'hui nous pose plus de questions qu'elle nous apporte de réponses finalement, si j'ose dire. Donc, je vais passer la parole à Anne pour relayer les questions que nous avons eues. Il y en a eu un certain nombre. Oui, merci beaucoup, Jacques. On va peut-être commencer par la question de Claude qui s'interrogeait sur les LLM qui sont mis à disposition des collectivités locales, territoriales, par l'État. Alors, c'était la question portée sur le regard que l'on peut poser, C'était Claude, sur les LLM qui sont mis à disposition par l'État pour les collectivités. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont portés au départ par la DINUM, hein, c'est donc la direction du numérique au niveau ministériel. Il y a notamment ce projet qui avait un nom de code qui était le projet Albert, qui est donc un chat GPT entraîné par et pour les administrations qui se retrouvent aujourd'hui déclinées dans des versions tout à fait opérationnelles à l'Assemblée nationale, auprès de certaines universités, quelques collectivités l'ont mis en test. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces outils reposent sur des corpus d'entraînement souverains, hein, c'est aussi ça la question, c'est de disposer de logiciels, d'algorithmes qui ont été entraînés avec des données souveraines. Mais derrière, les moteurs qui permettent de faire cet apprentissage peuvent être variés et notamment aujourd'hui, beaucoup de ces dérivés qui sont mis à disposition utilisent Mistral, qui est donc la société française dont vous avez entendu parler, qui, avec des moyens très réduits, mais quand même quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros, mais très réduits, se fixe comme ambition de concurrencer ChatGPT. Donc ces outils, ils existent, ils sont accessibles modulo une prise en main qui est quand même une prise en main relativement experte, mais il y a fort à parier que d'ici quelques mois, on aura des déclinaisons, comme pour ChatGPT aujourd'hui, vous avez plein de petites déclinaisons qui existent, c'est des gens qui ont réentraîné cet outil avec des corpus de données spécifiques pour vous permettre de traiter un certain nombre de sujets spécifiques, thématiques ou autres. Soyons honnêtes, beaucoup de collectivités territoriales actuellement testent plutôt ChatGPT parce que c'est plus simple, l'abonnement coûte quelques dollars par mois et l'effet est bluffant. Merci. Qui ne voyait pas vous n'avez pas relevé d'usage dans l'éducation. Alors, je n'ai pas entendu toute la question, pardon. Ah pardon, c'est mon casque qui a qui a un peu frisé à un moment donné. Jean-Marc posait la question sur l'usage de l'IA dans l'éducation, qui vous ne l'aviez pas forcément relevé dans les différentes cas d'usage tout à l'heure sur votre slide. Oui, effectivement. Sur la slide récapitulative, alors la slide récapitulative que j'ai présentée, c'est par rapport à des cas d'usage portés par les collectivités. Donc, effectivement, les collectivités interviennent, on va dire, à la périphérie de l'éducation. Le sujet de l'intelligence artificielle dans l'éducation est un sujet extrêmement sensible, extrêmement débattu, extrêmement politique. Aujourd'hui, on a un certain nombre de géants du numérique qui ont l'ambition, grâce à l'intelligence artificielle, de créer des corpus d'apprentissage et des méthodes d'apprentissage qui pourraient aller jusqu'à remplacer les formes d'enseignement humaines en s'adaptant à la situation de chacun. Et pour faire cela, elles utilisent notamment tout un tas de données qui sont disponibles sur les parcours d'apprentissage de nos propres enfants. C'est la raison pour laquelle l'éducation nationale allemande a interdit et fait désinstaller Microsoft 365 dans l'ensemble de l'éducation nationale en Allemagne. Je me permets de glisser ce point-là au passage. Ça, c'est une approche peut-être un peu défensive et européenne. Dans des pays dans lesquels les systèmes éducatifs ne sont aujourd'hui pas en place et pas structurés, on fonde de grands espoirs sur ces systèmes pour permettre d'améliorer considérablement la progression du système éducatif. Voilà. Quelques mots. C'est des sujets qui font vraiment polémique aujourd'hui. Il est question de souveraineté et plus que ça, de maîtrise des contenus et d'évolution de ces contenus. Merci.
Une question maintenant autour de l'empreinte environnementale, hein, finalement tout ce qui est aussi coût et bénéfice par rapport au cours de l'IA dans notre contexte territorial. Et on s'interroge sur les outils qui seraient à disposition pour mesurer cet impact environnemental. Alors oui, c'est une question extrêmement importante, d'autant plus qu'aujourd'hui, pour les collectivités françaises de façon très opérationnelle, on a des appels à projets lancés par le ministère de la Transition écologique pour construire des démonstrateurs d'IA territoriale au service des transitions. Et le cordonnier peut être parfois très bien chaussé. Le ministère exige que l'on fasse une pesée de l'impact environnemental des algorithmes d'IA qui sont utilisés. Il y a des outils qui existent pour cela. L'ADEME en a mis un à disposition il n'y a pas très longtemps. Celui qui est utilisé par le ministère s'appelle Green Algorithm. C'est des outils qui permettent de mesurer l'empreinte carbone à la fois des processus d'apprentissage et des utilisations de ces algorithmes. Ce sont des outils qui vont se démocratiser. Ce sont des outils qui ne nécessiteront pas des journées d'expertise, d'ingénierie pour pouvoir les utiliser. Ça reste pour l'instant relativement sophistiqué, mais c'est des pesées qui sont communément admises comme étant relativement justes. Et je veux insister sur ce point-là pour vous dire que sur un certain nombre de modèles sur lesquels nous avons pu travailler en accompagnant des collectivités, notamment des modèles qui utilisent beaucoup d'images, on se rend compte qu'un algorithme entraîné localement avec peu d'images, parce qu'on est sur des processus d'apprentissage qui vont avoir des systèmes de raccourcis avec des systèmes synthétiques, eh bien, on va avoir une empreinte de X grammes de carbone sur chaque itération, alors que sur d'autres systèmes qui utilisent de la donnée très massive avec des itérations qui parfois tournent sur des machines qui peuvent être outre-Atlantique, sur des supercalculateurs au MIT à Boston, on va raisonner en tonnes de carbone pour des usages qui, ramenés à la collectivité, ont la même finalité. La même efficacité aujourd'hui, on ne le sait pas, mais la même finalité. Ce n'est pas des choses anodines. L'empreinte carbone et la consommation énergétique des IA en tant que telle est une réalité forte, y compris ramenée à l'échelle d'une collectivité si demain on généralise ce type d'outils. Merci. Maintenant, on peut peut-être aborder aussi le sujet de la protection des données personnelles. Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. Et finalement, Revin s'interroge sur est-ce qu'on arrive à concilier l'IA et la protection des données personnelles et quels sont les impacts? Alors oui, c'est un vrai problème. On a tous eu des démonstrations. On sait tous qu'un jeu de données anonymisé, lorsqu'il est croisé avec d'autres jeux de données, peut permettre de la réidentification. C'est le quotidien de nos DPO aussi, de veiller à un certain nombre de choses. Ce que l'IA rajoute comme complexité au traitement de nos données dans le monde territorial, c'est deux choses. D'abord, c'est que l'IA peut intégrer, manipuler des données qui s'avèrent être des données personnelles de par les utilisateurs eux-mêmes de l'IA. Une IA installée sur un poste de travail, pour la contextualiser, pour en améliorer l'efficacité, va devoir se nourrir aussi de tout un tas de données qui peuvent s'avérer des données personnelles, y compris des données personnelles des agents publics. Et ça, c'est des sujets qui sont réels et sérieux sur lesquels les CNIL européennes se penchent régulièrement. Ensuite, les IA étant utilisées pour construire des modèles de plus en plus complexes, on va varier les volumes de données qui vont être utilisés et progressivement, probablement, générer des possibilités de réidentification qui vont être de plus en plus complexes par ailleurs à expliquer. Je pense à par exemple des analyses sur des politiques locales de santé globale dans lesquelles on va bien faire attention à ne pas utiliser des données de santé qui sont protégées et qui nécessitent des systèmes d'hébergement de données de santé, etc. Mais en même temps, quand on va tout mélanger, excusez-moi de le dire de façon un petit peu caricaturale, dans l'espoir d'avoir des modèles ensuite pour pouvoir faire de la prévention santé, par exemple, politique importante pour les mairies, pour les départements, etc., eh bien, on a un risque qui existe. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les citoyens réunis à Montpellier dans le panel qui a rendu cet avis il y a quelques semaines maintenant, ont auditionné des experts sur ces sujets-là très précis, notamment de la CNIL. Ils ont posé deux conditions à l'utilisation de l'IA par le service public. C'est que le service public par lui-même n'alimente pas d'IA par de la donnée personnelle, mais uniquement par des données robustement anonymisées, d'une part. Et deuxièmement, que lorsque l'on a recours à de l'IA, on fasse systématiquement une étude d'impact, qui est quelque chose qui est prévu par le RGPD, mais que nous faisons assez rarement dans nos collectivités territoriales. Ça ne garantit pas tout, et sans trahir le secret de ce qui a été dit, d'ailleurs il n'y a pas de secret, ça, pardon, je veux dire que les personnes de la CNIL qui ont été auditionnées par les citoyens à Montpellier nous ont dit en toute franchise qu'aujourd'hui, on n'était pas en capacité d'assurer à 100% que des LLM notamment étaient en conformité avec le RGPD. Et qu'on ne le sera jamais.
Mais ça ne nous empêche pas d'y aller, hein, finalement, je comprends. Loïc posait la question aussi de la grille d'analyse et d'évaluation sur les impacts de l'IA que vous avez présentée tout à l'heure. Est-ce qu'elle est disponible et documentée? Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, oui. D'accord. J'ai une alerte me disant que je ne suis plus connecté, pardon. Alors, cette grille étant en partie diffusée, notamment à travers une publication que nous avons faite, qui n'est peut-être pas encore en ligne auprès de l'Observatoire international de l'impact du numérique et de l'IA, l'OBVIA, et on en a fait une communication scientifique dans le cadre d'un colloque à Normal Sup il y a quelques semaines. Donc, incessamment sous peu, ça sera disponible. D'accord, merci. Nos collègues de Data Grand Est posaient aussi la question s'il existait des systèmes de labellisation des IA en termes de risque, de confiance, d'usage. Alors, c'est vraiment un sujet important parce que effectivement, on voit bien que chaque collectivité va pas pouvoir faire elle-même tous ses contrôles tout le temps. Et puis, on est aujourd'hui, disons-le, envahi d'offres, de sollicitations avec plein d'IA, des startups locales, des grands groupes qui sont des délégataires de services publics, qui parfois d'ailleurs utilisent de l'IA sans qu'on en soit informé, ce qui pose d'autres questions sur la maîtrise de l'action publique. Et la question des labels est effectivement souvent une solution évoquée. Aujourd'hui, il y a quelques labels d'IA de confiance qui existent, mais qui sont plus destinés par exemple au monde industriel ou au monde de la santé. Concernant le monde territorial, il y a le label d'Equitia. Certains d'entre vous connaissent peut-être Equitia, qui est l'ancienne structure Occitanie Data, qui est née d'une initiative du Conseil régional d'Occitanie il y a quelques années en arrière, et qui a mis en place un label sur la data et l'IA, qui repose sur un certain nombre de vérifications faites par un auditeur externe indépendant. Il y a aujourd'hui 5 programmes d'action publique avec de la data et parfois de l'IA qui ont été labellisés à titre expérimental, dont l'IA dont je vous ai parlé tout à l'heure de la région Occitanie sur la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Donc, ce genre de choses va probablement se diffuser rapidement. Et il y aura peut-être aussi des labels IA frugales, c'est-à-dire des IA qui seront certifiés comme le moins consommateur possible je crois qu'on a d'énergie. perdu. Vous m'entendez? Oui, Est-ce là que vous m'entendez? Pardon, je suis absolument désolé. Donc, je disais qu'il y aurait aussi probablement des labels d'IA frugales sur la consommation énergétique. Alors, je me permets de reprendre la parole parce que je crois qu'on a perdu Anne dans le tourbillon d'Internet. Alors, par contre, la revoilà. Je ne sais pas si… Oui, On te laisse reprendre le relais, Anne? Comme tu veux, j'ai été déconnectée, effectivement. Oui, voilà. Il y avait une question aussi de Julien sur connaître les solutions d'IA souveraines de confiance pour les collectivités. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de sourcing à ma connaissance qui existe sur le sujet. On sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui sont en train de développer des solutions d'IA adaptées aux missions de service public dans de nombreux domaines. J'ai cité l'eau, l'énergie, les mobilités, bien sûr le computer vision, l'analyse d'image. Là, il y a pléthore d'entreprises françaises dont certaines ont un petit peu le vent en poupe en ce moment dans nos médias territoriaux ou simplement dans l'actualité parce que c'est elles qui vont piloter les solutions mises en œuvre au titre des Jeux Olympiques. De là à dire que ce sont des IA souveraines, c'est une vraie question parce que qu'est-ce qu'on va mettre derrière souveraine? Aujourd'hui, lorsqu'une entreprise française commercialise une IA d'optimisation de la consommation énergétique de l'éclairage public, mais que cette IA a été entraînée sur les données de villes américaines, est-ce qu'on peut parler d'IA souveraine? Lorsque, en matière de vidéoprotection, de vidéosurveillance, on a des caméras qui embarquent de l'intelligence artificielle avec des systèmes de reconnaissance d'images qui ont été entraînés dans des villes chinoises, est-ce que l'on peut parler
d'IA souveraine, quand bien même c'est une entreprise française avec un algorithme qui aura bénéficié de ce qu'on va appeler ce fine-tuning, ce réapprentissage local. Au passage, sur la vidéoprotection, vous avez peut-être vu que l'une des villes de France les plus en pointe sur le sujet a dû désinstaller un certain nombre de caméras à la demande de la CNIL parce que le système d'IA était embarqué dans la caméra et on ne pouvait pas le désactiver et il comportait des fonctionnalités qui sont aujourd'hui contraires à la législation européenne du RGPD. C'est des sujets qui ne sont pas simples. La souveraineté, c'est à la fois le code. Est-ce que le code a été développé en France? Est-ce qu'il est open source ou pas? Ça, c'est une forme de souveraineté qui peut exister, mais aujourd'hui, l'open source est un modèle qui, certes, est intéressant, est important, mais qui, d'un point de vue économique, n'est pas toujours accessible aux uns et aux autres. Est-ce que les données utilisées sont des données françaises ou européennes? Est-ce que derrière la manière dont le modèle économique se développe, c'est un modèle qui garantit la souveraineté et au passage la maîtrise des différents biais dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi ça, la souveraineté, c'est aussi elle peut être aussi locale. C'est est-ce que la collectivité a la capacité de contrôler les usages, d'identifier les biais et le cas échéant d'interagir et d'agir dessus pour pouvoir les corriger. Ça, c'est aussi une forme de souveraineté qui est importante avant de se lancer dans du copilotage avec de l'intelligence artificielle. Des collègues aussi posent la question sur les références que vous évoquiez tout à l'heure, notamment sur la lutte contre le gaspillage alimentaire ou tout ce qui concernait l'analyse de la voirie. Est-ce que vous avez des références à nous partager? Alors, sur le gaspillage alimentaire, pour la petite histoire, le sujet est né d'abord à Nantes et Nantes Métropole a publié sur son portail Open Data le code et les jeux de données qui ont servi au premier apprentissage. Mais cet algorithme test a ensuite été repris par d'autres collectivités territoriales. Je ne les connais pas toutes. Je sais que, par exemple, Toulouse Métropole l'a mis en production. Et ils l'utilisent aujourd'hui sur un certain nombre de cantines scolaires de façon opérationnelle et ils sont dans une phase où ils contrôlent justement la validité du système et ils vérifient qu'il ne fait pas d'erreur et il ne fait pas d'hallucination, pour reprendre un terme qu'on a évoqué tout à l'heure, qui était sur l'une des slides. Concernant tout ce qui concerne la voirie, par exemple, je peux citer l'entreprise Logiroad parce que je la connais et qu'on a vu leurs produits, mais je ne veux pas en faire la publicité outre mesure. Il y en a d'autres, évidemment, qui le font également. Vous avez même une filiale du groupe La Poste qui propose ce genre de service aujourd'hui à des communes de taille petite, voire très petite, qui n'auront pas sans doute l'ingénierie et la capacité des équipes routes que l'on connaît dans les départements, dans les régions, dans les grandes métropoles pour pouvoir se saisir de ces sujets. C'est des systèmes qui vont être posés sur les voitures des facteurs, qui vont embarquer de l'IA pour faire ce genre de diagnostic. Anne, je te propose qu'on prenne une dernière question peut-être, et puis on va passer à la présentation suivante, parce que je vois le temps qui file. Et puis après, de toute façon, on répondra aux autres questions. Voilà. Il n'y aura pas de souci, s'il y a des références à donner ou autres, on les transmettra à l'issue du webinaire. Alors, pour la dernière question, je pensais aussi une question qui est assez importante, qu'on entend souvent, notamment sur la génération d'images, quid de la propriété intellectuelle finalement et l'usage de l'IA? Bon, c'est une question clé. Vous savez qu'elle est au cœur d'un certain nombre de contentieux qui ont déjà eu lieu et de grands procès collectifs qui se préparent aux États-Unis notamment. On a parlé beaucoup d'IA générative, ChatGPT, ça fait du texte, mais il y a toutes ces IA qui font des images de plus en plus précises avec toujours des erreurs qui les rendent encore détectables, mais il y a fort à parier que d'ici peu, elles seront de moins en moins détectables, ou alors on utilisera d'autres IA pour essayer de les détecter. On a aujourd'hui un certain nombre d'ayants droit, d'artistes qui sont en train de mettre les concepteurs de ces IA devant des tribunaux en essayant d'inverser un petit peu la charge de la preuve, c'est de leur dire apportez-nous la preuve que les images que vous produisez ne sont pas en partie inspirées par des images dont nous avons les droits. Et c'est une équation qui est probablement insoluble aujourd'hui. Donc la question des droits sur la création d'images, sur la création de vidéos demain, sur la création de textes, est tout à fait importante. Des auteurs de livres divers et variés peuvent engager le même type de procédure. C'est tout à fait important. Et vous l'avez peut-être vu, c'est au cœur des polémiques sur la position française dans le cadre de la négociation sur l'IA Act. Il y a aujourd'hui une petite dissonance entre les positions qui sont prises en matière de culture et de défense de l'exception culturelle à la française, pour rester un petit peu dans le poncif, et
et les enjeux liés au développement des IA et des IA souveraines européennes. Est-ce qu'on doit, pour dire simple, privilégier la protection des droits et la régulation ou libérer plus fortement l'innovation? Voilà un bon sujet sur lequel, non pas conclure, mais relancer la discussion et passer la balle à Clément. Eh bien. Merci beaucoup, Jacques, pour la richesse de ces propos, de cette présentation. Comme tu l'indiques, on va peut-être passer la parole à Clément maintenant pour nous parler de la manière dont une collectivité, en l'occurrence la région Grand Est, s'empare de ce sujet de l'IA, qui est un sujet, comme on le voit, qui est complexe ou du moins multiple dans ses composantes. Et donc, je vais basculer sur la présentation de Clément et je lui donne tout de suite la parole. Merci Jacques également pour le passage de témoin. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Vous me confirmez? Parfait. Ok, super. Donc, je me présente, Clément Camban, je suis effectivement le délégué à l'innovation et à la modernisation pour la région Grand Est. Et dans ma direction, nous portons un certain nombre d'actions en lien avec plein d'autres directions de la région parce qu'effectivement, c'est des sujets qui concernent plein de directions, les sujets d'IA que nous essayons d'implémenter au sein de la région. Alors, un peu à l'image de ce qu'a pu décrire Jacques sur IA et collectivités, on fait partie de ces collectivités qui ont, à de nombreuses reprises, expérimenté l'IA. On identifiait comme ça des cas d'usage que l'on avait testés. On a entre 5 et 10 tests d'IA ces 4-5 dernières années. La plupart, malheureusement, n'ont pas trouvé à se déployer et à passer à l'échelle, soit parce que la technologie n'était pas mûre, soit parce que l'accompagnement, probablement aussi au changement des agents, n'avait pas été suffisante, soit parce que les coûts rapportés aux bénéfices générés par ces IA, là aussi n'étaient pas au rendez-vous. Et ça ne nous a pas empêché de continuer et de nous entêter à croire qu'il fallait poursuivre ce travail sur l'IA. Et c'est vrai que l'arrivée de l'IA générative n'a fait que confirmer cette nécessité de s'emparer de l'IA. Le constat qu'on a fait, mais qui a été en partie évoqué par Jacques dans sa présentation, c'est que l'IA, elle bouleverse déjà en fait nos métiers. Alors plutôt que nos métiers, peut-être nos activités, parce que l'IA ne remplace pas des métiers, elle remplace des activités, pour être précis. Et la conviction que l'on a eue à la région Grand Est, c'est de dire que on ne pouvait pas juste se dire qu'on pouvait faire sans l'IA ou qu'on passerait à côté de l'IA et que l'IA passerait à côté de nous aussi. Nous, on a très vite eu la conviction que ce changement et l'introduction de l'IA dans nos vies était inévitable. Et que donc, plutôt que de subir ce changement, il fallait l'anticiper, l'accompagner, se l'approprier, en être acteur. Et on avait également la conviction que c'est en s'appropriant l'IA, plutôt qu'en subissant cette immersion que l'IA génère dans nos vies, y compris privées aujourd'hui, c'est en se l'appropriant qu'on était aussi capable d'y intégrer notre vision et les convictions qu'on avait autour de l'IA et nos valeurs. Il y a eu quelques échanges sur ces sujets-là dans la séquence précédente et dans les questions précédentes. Et puis, c'est aussi l'occasion, comme toute transformation, comme toute technologie nouvelle qui arrive, ça a été aussi l'occasion, et c'est encore l'occasion de réinterroger nos pratiques, nos processus et même nos politiques publiques. Donc, c'est un peu les principes directeurs qui nous ont guidés dans l'approche que nous avons et que nous mettons en place à la région Grand Est, parce que nous sommes encore en marche dans ce processus. Et donc, on a essayé de mettre en place une méthode un peu particulière, qui n'est pas forcément celle que toutes les autres collectivités ont pu mettre en place. Partant de ces convictions que j'ai décrites précédemment autour de l'IA, on s'est dit qu'il y avait un certain nombre d'enjeux à traiter dans la mise en œuvre de l'IA dans notre collectivité. En premier lieu, sortir de ce fantasme de l'IA, la fameuse folie ChatGPT qu'a évoqué Jacques dans ses propos.
où l'IA est à la fois ce qui va tous nous remplacer, ou donc de manière très négative, tous nous mettre au chômage, ou très positive, elle va nous permettre de ne plus réaliser aucune tâche répétitive, rébarbative. Et en fait, la vérité, elle est probablement pas tout à fait ni accessible dans un sens, ni accessible dans l'autre. Elle est probablement à nuancer. Donc, il n'y a ni la solution à tout, ni le mal absolu. Et en fait, comme toute nouvelle technologie, une technologie, c'est neutre par essence. Et c'est plutôt la façon dont on va s'en emparer, l'utiliser. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas tous les usages de l'IA, qui va la rendre bonne ou mauvaise finalement. Donc il y a des risques, il faut les connaître. Il y a des opportunités, il faut les connaître. Et c'est en construisant cette connaissance et cette appréhension de l'IA que notre collectivité, en tout cas c'était notre conviction, pouvait se positionner. L'autre enjeu était aussi de répondre aux attentes des agents. Parce que le constat était aussi que si on ne s'emparait pas du sujet de l'IA, les agents le faisaient d'eux-mêmes. Hein, ils utilisent l'IA, voilà, que vous le vouliez ou non. Hein. Alors, il y a quelques collectivités qui ont essayé de l'interdire, qui d'ailleurs sont très vite revenues sur cette décision de l'interdire. Après, on utilisé d'autres méthodes. C'est le cas de Montpellier, notamment, qu'a évoqué Jacques tout à l'heure. Et on a eu, nous aussi, cette conviction-là que dans cette nécessité d'accompagner l'IA et de se l'approprier, il était plus intéressant d'avoir cette approche-là que de l'interdire. Mais du coup, ça nécessitait effectivement de donner des moyens aux agents qui avaient cette appétence pour ces nouvelles technologies. Et puis, il y avait un enjeu aussi que nous traitons et sur lequel nous sommes très très vigilants, c'est que l'IA, ça ne reste pas à terme quelque chose pour voilà, par des agents, les happy few qui connaîtraient, maîtriseraient et comprendraient l'IA, et puis d'autres agents qui auraient décroché finalement de cette utilisation et qui serait finalement une source d'inégalité ou de rupture finalement au sein de la collectivité. Donc ça a été aussi pour nous un des points de vigilance dans l'approche que l'on a voulu développer au sein de la région Grand Est. Alors, quelle est cette méthode que nous mettons en place? Et encore une fois, je vous dis, c'est un chemin sur lequel nous initions le chemin. Hein. On n'est pas arrivé au bout du chemin, mais c'est important pour nous de partager voilà, cette trajectoire que l'on souhaite prendre sur l'IA. Et elle est un peu spécifique parce que effectivement, on parle beaucoup d'identification de cas d'usage, d'expérimentation. Alors, on va le faire, hein, c'est ce que vous voyez en bas de la slide, mais notre conviction était que le préalable au déploiement de l'IA, c'était d'abord l'acculturation. Parce qu'on voit bien que l'IA génère, encore une fois, toute une série de fantasmes, de risques réels ou parfois fantasmés, d'opportunités réelles ou parfois fantasmées. Et que donc, l'acculturation était pour nous le préalable à tout, et notamment en s'appuyant sur les agents eux-mêmes, pour que cette acculturation, finalement, elle se déploie par un peu comme une tache d'huile qui se déploie en partant des agents qui sont eux-mêmes volontaires et passionnés. Et en fait, si vous cherchez dans chacune de vos collectivités, vous qui êtes connectés à notre webinaire, je suis sûr que vous avez tous en tête des agents qui sont curieux autour de l'IA. Eh bien, le choix que l'on a fait à la région Grand Est, c'est de s'appuyer sur ces agents qui sont curieux et d'épanouir cette curiosité, de les aider à développer cette curiosité qui parfois s'épanouissait dans la sphère privée, parfois dans la sphère professionnelle, parfois dans les deux. Mais voilà, de partir d'agents qui, encore une fois, étaient intéressés par l'IA et de voir comment cet intérêt, cette curiosité des agents, on pouvait aussi le mettre au profit de l'organisation, de la collectivité. Donc, c'est ce que je vais décrire juste après, mais voilà, l'idée, c'est encore une fois partir des agents et de leur intérêt. Et puis, ça ne nous interdit pas d'avoir une méthode un peu plus classique avec l'identification de cas d'usage, regarder ceux qui sont les plus matures, et puis ensuite d'expérimenter ce que nous faisions par le passé, qu'on va continuer à faire, mais sur laquelle on a souhaité mettre cette couche d'acculturation qui nous paraissait indispensable. Alors, comment elle s'organise, cette acculturation? On a identifié des experts IA. Alors, ce n'est pas des experts au sens technique du terme, hein. Pour une bonne part, on n'est pas capable de se les payer dans une grande partie des collectivités, et c'est également le cas à la région Grand Est, des experts très très pointus. Mais
chacun a pu développer dans des directions des expertises, des compétences, des connaissances sur l'IA. Et l'idée, c'était qu'on puisse créer un noyau un peu de gens qui avaient développé des compétences autour de l'IA au sein de la collectivité et que finalement, on se coalise pour mettre en place cette acculturation comme préalable à tout déploiement de l'IA au sein de la collectivité. Et donc, on a monté un petit groupe d'experts IA qui est chargé d'impulser, d'animer, de mettre à disposition des ressources, et bref, de créer les conditions de ces expérimentations, de ces cas d'usage, et à terme du passage à l'échelle. Donc, petit groupe d'experts, petite dizaine, et puis on a identifié tous ces agents que j'évoquais précédemment, qui sont intéressés, qui sont curieux autour de l'IA, qui ont testé l'IA, qui ont envie de tester l'IA, qui le font. Vous savez que beaucoup d'agents qui le font, encore une fois, sans que forcément l'organisation ne le sache, et donc de le maîtrise et de le cadre. Et donc l'idée, c'était plutôt de se dire, on va s'appuyer sur eux, et on va en faire des ambassadeurs, des gens qui partagent cette curiosité avec le reste des agents. Et en même temps, on va leur donner un cadre pour déployer cette curiosité et cet intérêt pour l'IA, encore une fois, pour que ça puisse ensuite se déployer et élargir le cercle des gens qui s'intéressent à l'IA, que ce soit des agents et des managers, au-delà de cette communauté des aventuriers. Alors, si je détaille un peu, on a effectivement une petite dizaine d'experts IA. Alors, on est 9, mais en fait, c'est un chiffre qui a tout à fait vocation à évoluer et qui a vocation à animer cette communauté des IA-aventuriers que je vais détailler juste après, mais surtout qui a vocation à animer la démarche d'acculturation que je vous décris. Sourcer des solutions, aller faire parangonner, benchmarker ce qui se passe ailleurs, dans d'autres collectivités, dans le privé, à l'État, regarder bref ce qui se passe, trouver des offres de solutions, y compris locaux, qui sur notre territoire peuvent avoir des initiatives ou nationaux, qui peuvent avoir là aussi des solutions qui peuvent intéresser notre collectivité. Et également l'enjeu de créer les conditions pour expérimenter, avec des cas d'expérimentation très, très précis pour qu'on puisse vraiment tirer les conclusions de ces expérimentations, avec des protocoles d'expérimentation, avec des choses robustes qui nous permettent ensuite de se dire si oui ou non le passage à l'échelle est pertinent. Et donc je disais, animer la communauté des IA aventuriers. Alors les IA aventuriers, on a fait une méthode où on a essayé d'identifier dans la collectivité tous les gens qui avaient cette appétence pour l'IA, cette communauté d'agents. Le chiffre est déjà dépassé, je crois. Le chiffre est plus bon parce qu'on a reçu quelques nouvelles demandes, donc voilà, on probablement dépassé assez rapidement les 40 et un peu plus. D'IA aventuriers qui sont cette communauté d'agents qui sont, encore une fois, volontaires, motivés, curieux autour de l'IA, et qui ont pour mission de tester des choses. En fait, ils le font déjà pour la plupart. C'était aussi le point de départ de nos constats de départ. Ils le font déjà. Ils identifient des cas d'usage, ils constituent des bases de connaissances, ils identifient aussi des outils, et puis ils sont ces agents qui partagent ce qu'ils testent, font des démos, bref, diffusent auprès de leurs collègues ce qu'est l'IA. Voilà. Encore une fois, dans cette logique d'acculturation. Et font finalement... joue le rôle d'ambassadeur de cette démarche. Et la contrepartie, parce que c'est bien cette idée qui est portée derrière ça, c'est que la collectivité va créer les conditions, y compris en termes de sécurité des données, de cadre sécure d'un point de vue, des points de vue des enjeux que l'on a évoqués dans la discussion avec Jacques, notamment dans le jeu de questions-réponses. La collectivité va créer les conditions propices pour que ces IA aventuriers testent des choses, en contrepartie du temps qu'ils vont consacrer à tester ces choses. Et donc, on va leur mettre à disposition des outils, ChatGPT, ça peut être Mistral AI, ça peut être d'autres outils, les solutions qui ont été citées par Jacques, sur lesquelles on regarde de très près les choses. On va les former, on va faire venir des intervenants inspirants,
une série d'actions pour, on les sensibilise, y compris au risque de l'IA sur les données. Et en même temps, on leur demande de tester des choses en créant ce cadre propice que crée la collectivité. Donc l'organisation les aide et eux-mêmes aident l'organisation dans un mouvement gagnant-gagnant autour de l'IA. Donc c'est sur cette communauté-là que nous appuyons. Et puis ensuite, il y a un enjeu plus large de diffuser aux agents l'ensemble de ce que nous pouvons initier, tester. On a cet enjeu aussi de rassurer un certain nombre d'agents qui ne font pas partie de cette communauté des aventuriers, mais l'enjeu, encore une fois, c'est vraiment que cette acculturation soit très très large au sein de la collectivité, qu'on identifie des cas d'usage également, et puis qu'on partage ces retours d'expérience, que les aventuriers puissent partager ces retours d'expérience avec leurs collègues, soit par périmètre de direction, soit de manière beaucoup plus large. Donc vraiment, voilà la philosophie que l'on essaie que l'on met en place au sein de la région Grand Est, avec, juste pour l'illustrer, mais avant-hier, il y avait un CODIR sur l'IA où l'ensemble des directeurs, DGS, DGA de la collectivité étaient réunis une journée et où on a travaillé uniquement sur l'IA avec des intervenants pour faire comprendre l'IA, des intervenants pour questionner les enjeux autour de l'IA et puis ensuite des tests pour que les dirigeants de la collectivité puissent appréhender ce qu'est l'IA et soient capables aussi de diffuser ce message aux agents. On a aujourd'hui IA et Data qui est ouvert aussi aux agents de la région, IA et Management dans un mois. Et vous voyez, en fait, on a construit un programme soit de formation, soit d'acculturation, soit ce qu'on appelle les IA-apéros, où on va faire des démos en fait, de cas d'usage auprès des agents. Et toujours dans cette idée d'acculturation, on a construit tout un programme qui vise à la fois à faire monter en compétence nos experts, de faire monter en compétence nos IA-aventuriers, et plus largement d'acculturer tous nos agents. On sait aussi, évidemment, l'acculturation est un enjeu, mais on sait aussi, et c'est aussi l'enjeu d'expérimenter, évidemment, derrière. Il ne s'agit pas juste de s'acculturer à l'IA et de la comprendre, mais derrière, comment traduire ça opérationnellement en expérimentant, tout en se donnant un cadre d'expérimentation. Encore une fois, notre préoccupation, ça a été comment on peut utiliser l'IA tout en étant sûr qu'on fait face au risque que peut engendrer l'IA en termes sur les données sensibles, sur les données personnelles, sur les risques de fuite de données. Il y a la question de la souveraineté également. Donc, l'idée, c'est de donner un cadre d'expérimentation sécure. Et donc, on est en train de sourcer des solutions, on regarde des choses. On donne aussi sur des outils qui sont très facilement disponibles. Évidemment, on citait ChatGPT. On donne aussi des cadres d'utilisation de ChatGPT, des points de précaution sur la protection des données. Qu'est-ce qu'on met sur ChatGPT? Qu'est-ce qu'on ne met pas sur ChatGPT? ChatGPT est très utile pour certaines choses, très mauvais pour d'autres. Si vous cherchez de la vérité sur ChatGPT, vous ne la trouverez pas. Il y a plein d'hallucinations, il y a des informations fausses. Par contre, si vous voulez faire une synthèse de quelque chose, ça peut être intéressant pour traduire un document quand on a des échanges avec l'Europe. Ça peut être extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme données? Comment on anonymise des données avant de les mettre? Enfin, voilà, toute une série de cadres qui permettent de sécuriser l'usage. On a aussi comme principe un peu directeur sur comment on expérimente, d'avoir aussi de tester des solutions frugales. C'est aussi ça, alors frugal, tous les points de vue, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on s'interroge, et les consommations d'énergie, d'eau sont des sujets extrêmement importants quand on utilise l'IA, mais aussi frugal financièrement. Il faut être très clair aussi, ça fait partie aussi des sujets que l'on pose. Et puis ensuite, assez classiquement, l'idée c'est de partir des cas d'usage et de les expérimenter, mais avec des cadres très rigoureux, très robustes autour de l'expérimentation, en construisant des protocoles d'expérimentation et tout en créant les conditions d'expérimentation qui soient techniques, juridiques ou d'accompagnement au changement, parce qu'on le voit dans la réussite ou l'échec d'expérimentation, et c'est aussi le retour d'expérience que l'on fait de nos échecs passés, c'est que l'accompagnement au changement et le choix des outils pour qu'ils soient facilement appropriables
est complètement clé dans la réussite de ces expérimentations. Au-delà, effectivement, de la pertinence et des risques, comme Jacques a pu l'expliquer précédemment. Donc voilà, et puis l'idée c'est aussi de prioriser sur des cas d'usage qui nous semblent être le plus à même de passer à l'échelle. L'idée c'est pas d'expérimenter pour expérimenter, mais vraiment dès le début de se poser la question de la pertinence du passage à l'échelle. Et puis, et j'en finirai par là, et comme ça on aura un tout petit temps pour les questions, j'essaie de tenir le timing. On a lancé aussi des chantiers un peu structurants, parce qu'on a la conviction que c'est un changement qui débute et qui amènera des transformations profondes. Et donc, il faut une structuration avec des transformations profondes et systémiques de long terme. C'est-à-dire qu'il faut se poser maintenant les questions qui peut-être arriveront dans 2, 5, 10 ans, avec la question du cadre sécure, idéalement souverain. Alors, ça a été très bien évoqué par Jacques. Derrière souverain, qu'est-ce qu'on met derrière souverain et est-on en capacité, en France, aujourd'hui, d'avoir des outils souverains? C'est très difficile. Je ne suis pas sûr qu'on en ait trouvé vraiment aujourd'hui. En tout cas, nous, je serais bien en peine de vous citer des outils où on est tout à fait assuré qu'ils soient complètement souverains. Mais en tout cas, on se questionne sur les enjeux d'accès aux données et d'utilisation des données, et donc de ce cadre sécure. Et puis aussi, dès maintenant, en fait, on se pose des questions, notamment en lien avec la DRH, sur les impacts de l'IA sur, encore une fois, moins les métiers. Je regrette d'avoir mis métier dans le support. C'est plus les activités, en fait. Mais du coup, les activités vont impacter les métiers indirectement. Mais on voit bien qu'il y a certaines activités dont on peut se dire que l'IA est tout à fait pertinent pour les réaliser. Et donc, en fait, comment on anticipe, on identifie ça dans les grands métiers de notre collectivité? Quelles sont les activités qui pourraient être soumises à des transformations poussées par l'IA? Et comment on les accompagne et on peut éventuellement les anticiper. Donc ça, c'est des enjeux un peu de cadre global sur lesquels on se pose des questions et on essaie de poser un cadre pour qu'encore une fois, au-delà encore une fois d'acculturer, d'expérimenter, on se pose la question pour dans 2, 5 ans, 10 ans, parce que la trajectoire de déploiement de l'IA est sans commune mesure par rapport à d'autres technologies en termes de rapidité. Voilà pourquoi, encore une fois, on ne subisse pas ce changement, mais qu'on puisse l'accompagner et l'anticiper. C'est vraiment un peu les principes directeurs que nous avons souhaité mettre en place au sein de la région. Donc voilà, de manière assez rapide, j'ai essayé de tenir dans les délais, un peu la philosophie que l'on a essayé de mettre en place et les méthodes qu'on essaie de mettre en place au sein de la région Grand Est pour s'approprier ces enjeux de l'IA. Et voilà, et donc je suis à disposition pour les éventuelles questions. Merci beaucoup Clément. Donc je repasse la parole à Anne. On a plusieurs questions, donc on va prendre quand même quelques minutes pour bien sûr, pour essayer de répondre aux principales questions. Alors effectivement, il y a des questions qui concernent plutôt l'aspect un peu formation et monter un petit peu en compétence sur les outils d'IA générative. Alors il me semble que tu as répondu tout à l'heure, est-ce qu'il y aura des formations à l'utilisation de l'IA? Et il y a des règles d'usage aussi sur l'utilisation de ChatGPT. Oui, effectivement. Encore une fois, l'idée, c'est d'accompagner ces usages. Toutes les études montrent que vous avez 50% des gens qui utilisent l'IA générative qui ne le déclarent pas à leur employeur, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc, alors je ne dis pas que 50% de vos agents utilisent l'IA, je dis que 50% de ceux qui l'utilisent ne vous le diront pas. Et donc, l'enjeu, c'est plutôt de créer les conditions pour qu'ils soient à l'aise pour le dire et de les accompagner et donc de les former. Et donc, de leur offrir quelque chose qui, non pas ne va pas les contraindre sur l'usage de l'IA ou leur interdire d'utiliser l'IA, mais plutôt de les aider, de les faire monter en compétences. Donc, oui, de les former sur qu'est-ce qu'un bon prompt et aussi de les former sur ces questions de sécurité des données, de sécurité d'usage, des données sensibles, de qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas sur les IA. Donc ça, oui, on les forme. Et puis, notre enjeu, c'est de créer, alors je ne sais pas si ça prendra la forme d'une charte, ou, voilà, mais en tout cas, l'idée, c'est de créer un cadre. Donc, on a déjà commencé à poser des cadres sur les données personnelles notamment. Et notre enjeu, c'est de diffuser ça en fait aux agents, pour que les agents se l'approprient
Voilà, encore une fois, accompagner ce changement plutôt que de le subir. C'est encore une fois notre mantra. Et donc, oui, il y a des formations et oui, on est en train de construire un cadre et à fur et à mesure qu'on le construit, on le diffuse aux agents qui utilisent l'IA au sein de notre collectif. Merci beaucoup. Eric aussi pose la question des expérimentations qu'on a déjà menées au préalable au sein de la collectivité. Ouais, alors il y en a eu plusieurs sur du sourcing RH, par exemple. On a fait ça. On a fait sur ce qui a été évoqué en région Occitanie, tester des choses pour faire en croisant des données de Pôle emploi et nos propres données, d'identifier les besoins de formation en fonction des demandes d'emploi du territoire et les profils des demandeurs d'emploi du territoire. Et comment on pouvait faire matcher ça et donc construire des formations qui permettaient, en fonction du profil des personnes inscrites en Pôle emploi et des demandeurs d'emploi sur ce même territoire, quelle formation on pouvait proposer pour que ces gens qui étaient en recherche d'emploi deviennent finalement compétents, et les compétences pour candidater sur les offres d'emploi du territoire. On a eu également beaucoup d'expérimentations d'IA pour nos propres usages internes. On est peut-être en région Grand Est, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres niveaux de collectivité, des gros producteurs de notes. Voilà, nos services produisent énormément de notes pour les élus, pour nos besoins internes. Et donc, ces productions de notes, elles sont ou d'éléments de discours pour tel élu qui va faire une inauguration ou intervenir dans telle ou telle structure. Et bien, ces productions de notes, typiquement, ça fait partie des choses qu'on a testées, qu'on va continuer à tester avec plusieurs outils pour faire en sorte de gagner énormément de temps sur des notes qui sont souvent le fruit d'anciennes notes, de croiser plusieurs notes, de notes avec des éléments, d'autres éléments externes, et comment on peut finalement produire du texte. Donc ça, c'est des choses que l'on teste. Il y a des choses autour, évidemment, du support informatique, voilà, une chose classique dans une organisation. Voilà, votre ordinateur, plante, vous contactez vos services support. Demain, l'IA pourra, sur 80% des réponses de premier niveau, vous apporter une réponse. Donc voilà, c'est des choses à la fois en interne et à la fois très, très métier que nous pouvons tester au sein de la région Grand Est. Merci. Loïc posait aussi la question, finalement, parce que dans la démarche que tu as présentée, qui est plus axée finalement sur l'acculturation en interne, il voulait aussi savoir si finalement, à l'échelle plutôt externe, est-ce qu'il y allait avoir des sujets, des projets IA à mener, notamment avec Data Grand Est. Alors, c'est peut-être oui, alors là, c'est très la question pour… Oui, tout à fait, merci Anne. C'est très centré évidemment sur notre propre transformation interne. Ça fait partie des enjeux d'évolution de Data Grand Est. Ça fait partie des questionnements que l'on a sur comment, au-delà de la data, on introduit la question de l'IA. Et finalement, ce premier webinaire est peut-être une première pierre sur le chemin vers le rôle qu'aura joué Data Grand Est sur ces sujets d'IA. Aujourd'hui, on est très, très centré sur la data. Et on va poursuivre sur la data avec l'évolution de la plateforme dans les mois à venir. Mais les sujets de l'IA sont intrinsèquement liés à la data et ça fait partie probablement des transformations. De la même manière que Géo Grand Est est devenu Data Grand Est, peut-être on peut se dire que dans quelques années, le sujet de l'IA pourra devenir un des éléments que devra accompagner Data Grand Est sur les territoires. Sachant que nous avons aussi au sein de la région une direction qui accompagne la transformation numérique des territoires. Et l'IA fait partie des sujets sur lesquels on réfléchit actuellement sur comment accompagner les territoires pour s'approprier l'IA. Donc voilà, sachant qu'il y a des enjeux tout à fait différents entre accompagner une grande métropole et puis une commune rurale qui n'a pas ni les compétences ni les moyens forcément de disposer d'outils d'IA qui, même si leurs prix se sentent effondrés, restent des coûts et des capacités à maîtriser ces outils-là par des compétences internes qui engendrent des coûts élevés.
Une question aussi autour des élus. Alors, quid de la sensibilisation des élus par rapport à l'usage de l'IA? Vous voyez, autour du CODIR avant-hier, j'en discutais avec le cabinet en disant que probablement il fallait qu'on monte l'équivalent de cette journée auprès des élus. Alors, on a déjà sensibilisé quelques élus sur l'IA, et ça fait partie des sujets sur lesquels certains élus sont nos interlocuteurs, mais c'est un vrai enjeu de sensibiliser, d'ailleurs comme sur la data, vous êtes tous autour de la visio, pour ceux qui sont du partenariat Data Grand Est, très sensibles à ce sujet, et vous savez l'importance et la difficulté aussi qu'il y a à sensibiliser les élus sur la data. Je pense qu'il y a le même enjeu à sensibiliser les élus sur l'IA, parce que ça va profondément transformer nos politiques publiques dans les années à venir. Et donc, ça fait partie de notre rôle, nous, service, de s'assurer que les élus prennent bien la conscience des transformations que l'IA va avoir sur les politiques publiques que nous portons. Donc, ça fait partie de nos enjeux, ça fait partie de nos enjeux aussi internes, et on souhaite accompagner nos élus, et moi je vous invite à accompagner vos élus sur la prise de conscience des impacts de l'IA sur nos politiques publiques. Anne, je te propose qu'on fasse une dernière question. Il y en a encore plein, mais désolé pour notre auditoire. Je pense qu'il y en a certains qui voudront aussi aller manger, donc je te propose qu'on prenne encore une dernière question. Comme je le disais précédemment, les questions, de toute façon, on les récupère et on va essayer d'y répondre, notamment sur cette présentation-là, les agents internes à la région qui auront des réponses directes à la question. Alors, pour la dernière question, il y a des collègues qui s'interrogeaient comment intégrer la communauté des aventuriers. Eh bien, écoutez, si vous êtes membre de la région Grand Est, vous écrivez soit à moi, soit à Anne, et on reviendra vers vous. Voilà, c'est aussi ça. Voilà, bon, c'était une réponse très claire, je pense, et vous allez recevoir des mails, je n'en doute pas. Voilà. Donc, il va bientôt je pense bien, oui. Donc, il va bientôt être 12h10. Je vous propose donc de conclure sur ce webinaire. Comme on le voit, on aurait pu faire un webinaire de 2 heures. Je pense que ça n'aurait pas été encore suffisant. Voilà. En tout cas, je tiens à remercier Jacques et Clément pour leur intervention, pour la richesse de leur intervention. Je vais avoir du mal à conclure en tant que tel, parce que finalement, on a ouvert beaucoup de portes et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Finalement, c'est peut-être plus une petite introduction à l'IA aujourd'hui qu'on a fait. Comme vous l'avez vu et comme ça a été dit finalement autant par Jacques que par Clément, mais surtout par Clément au niveau de la région, finalement, il y a un fort enjeu d'acculturation, d'appropriation. Et finalement, c'est aussi ça qu'il faut retenir. Là, aujourd'hui, on pose une pierre. Dans le cadre de Data Grand Est, sur la partie data, on va aussi avoir pas mal de questions et d'enjeux par rapport à ces questions d'IA. Donc, Clément l'a dit aussi, voilà, et la nouvelle plateforme, il y a des sujets autour de cette question. Il y a aussi des sujets éthiques, de souveraineté et autres. Donc, voilà, ça croise aussi sans doute les travaux qu'on mène sur l'appui juridique, par exemple, qu'on est en train de construire. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui englobe finalement toutes nos démarches. Au sein de Data Grand Est, au sein, je pense, de vos collectivités, vous avez les mêmes questions et je pense que c'est l'intérêt justement de travailler en réseau, de partager et d'échanger. Donc, je pense qu'on aura encore l'occasion à travers des webinaires, des groupes projets, des groupes de travail d'échanger et puis aussi sans doute de faire un retour d'ici quelques mois sur justement tous ces travaux que fait la région en interne, puisque l'objectif, c'est aussi que justement on ait un retour d'expérience valorisable, je pense, pour tous les acteurs du territoire. Donc, Jacques a dû nous quitter un peu prématurément, mais en tout cas, merci beaucoup Jacques, qui n'est plus là, Clément et Anne pour m'avoir aidé à organiser ce webinaire et puis pour vos interventions très, très riches. Et je vous dis merci aussi à tous d'avoir participé à ce webinaire, tous nos auditeurs. Et je vous donne rendez-vous donc le 6 juin pour parler des données de la forêt.